Bonsoir à tous. Donc là, un petit retour d'expérience sur le passage d'Angular 1 avec Gulp à CljureScript avec Flux et Reagent. On va commencer par une petite démo pour vous montrer un peu à quoi ressemble le site qu'on fait. Voilà, on peut passer les tests. C'est un site de quoi? C'est un site de découverte de... Faire une question. Découverte de soi en entreprise, on va dire. Donc des tests psychologiques pour se découvrir et ensuite se créer des objectifs, naviguer un peu dans ses résultats et un centre de ressources pour s'améliorer, apprendre, des choses comme ça. Et plein d'idées qui vont dans tous les sens, donc le patron est assez prolifique sur ce moment-là quand même. Donc ça bouge très très vite et avec le jeu et tout, ça répond bien à sa demande. Donc voilà, juste pour montrer un peu l'interaction qu'on a, donc des modales, des choses comme voilà, une espèce de full text search un peu dans une grande collection de ressources, des choses comme ça. Alors, donc je vais faire un petit tour des points notables, on va dire, d'amélioration du passage d'Angular à Clojure. Le premier, c'est ce qu'on utilise pour commencer, donc le builder. On avait une file de 1100 lignes à peu près, et on est passé à une centaine de lignes, grand max, je pense, pour le projet Clojure. D'où ça vient très simplement le fait d'avoir un compilateur et des macros. Ça a permis de faire une quantité de choses qu'avant on devait faire avec Gulp. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mes notes affichées sur le truc. Alors comment ça marche? Je crois qu'avec le parcours, en fait, on ne peut pas avoir les notes tout simplement. Ouais. Non, ok, non, si, normalement, c'est un mode. De mémoire. C'est comme ça. Non, ça C'est très bien comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et alors, si tu fais. Voilà. On va faire un mélange. Tu fais pas mirror. Coche la case en bas là. Voilà. Et coche là. Et en haut, là. En haut, tu as une nouvelle icône. Ça part de celle-là. Et après, je crois qu'il ne permet pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça va être de mémoire, je crois. Ouais. Bon, de mémoire. Ouais. Et dans présentation, on va s'enchaîner avec c'est pas toujours cette idée. Le petit display présentation du dialogue, il n'y a rien. Mais justement, il ne permet pas de faire. Non, ouais. Comme on passe par un petit dongle USB, je pense que Il est en recopie vidéo. c'est un peu dans le Allez, bon courage! C'est comme ça. Allez, peut-être je fais comme ça, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. Ah bah, pourquoi tu non, vraiment, c'est Alors, parce que ça, ils sont très légers. Donc, le compilateur et les macros permettent de s'affranchir du JSIM déjà. Le fait aussi de travailler sur les structures de données et pas sur du texte dans lequel on vient injecter des choses et s'il y a une erreur, on se rend compte au moment où on lance l'application. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça marche, on va dire. Et surtout, on peut venir injecter par exemple des routes API ou activer, désactiver un logger en dev extrêmement facilement. Et bon, on est sûr qu'avec une macro, on a du code en dev pour le logger notamment qui ne se retrouvera pas dans le code de prod. On peut vraiment l'inclure de manière sélective avec ce qu'on a utilisé, c'est des variables d'environnement au moment où on lance Figwheel.
et ça marche extrêmement bien, et c'est très agréable à utiliser. Pas comme LibreOffice. Pour le coup, c'est pas LibreOffice. Non, parce que j'ai appuyé sur la flèche de droite et ça ne passait pas à la macro suivante. Bref. Deuxième point, l'internationalisation. On avait un workflow avec Angular qui marchait quand même bien, c'est-à-dire qu'on avait trouvé un plugin Gulp ou Grunt de mémoire, qui permettait d'extraire les chaînes à traduire depuis les sources JavaScript. On a voulu garder le même workflow avec le JavaScript. Et au début, je pensais parser le code, un peu comme faisait le plugin Grunt. Et entre-temps, un des amis est tombé sur une vidéo d'Elixir Phoenix, de la communauté Elixir Phoenix. On nous rappelle que quand on est macro, le compilateur est notre ami, que pour extraire les traductions directement depuis la source, on a des macros qui sont des fonctions qui font des choses au moment de la compilation. Et donc l'idée forte de la présentation, c'était vraiment d'utiliser la macro pour aller extraire et accumuler les clés de traduction. Et c'était une très très bonne idée. Et dans les faits, c'est là, on va quand même agrandir. Et voilà. Dans les faits, c'est vraiment peu de code, en tout cas pour extraire. On a la macro en bas qui a deux parties, donc une pour juste ajouter les clés, avec à la fin le petit métaforme qui donne tout le contexte du fichier console, donc la ligne, le fichier, la colonne, choses comme ça. Et donc on peut accumuler ici la clé de traduction et le contexte. Activer ça de manière optionnelle pour avoir juste un build qui sert à extraire les clés. Et derrière, en fait, faire une recopie de la fonction de traduction qui va chercher, je vais essayer le plus dur, il est quand même très simple, qui va chercher la traduction si elle existe et sinon on affiche la clé. Il y a un peu plus de choses dans le vrai projet, mais vraiment l'essence du mécanisme est là. Et ça marche extrêmement bien, et c'est très bonne productivité, surtout comparé à Rails, parce que les devs battent en Rails, et ça arrache un peu les cheveux, et très content d'avoir ça en tout cas côté front pour gérer les traductions. Pour juste une précision, on récupère tout, il y a un peu de traitement quand même, on envoie ça sur plugin, ce qui permet à d'autres gens dans la boîte ou même des traducteurs professionnels de traduire, on récupère ça et le workflow est vraiment bien rodé là-dessus. Un petit mot sur l'architecture, donc Flux, Reframe et Reagent. Le début du projet remonte à il y a au moins 2 ans et demi je pense. Donc au début c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation, la page de Flux était toute neuve je crois. L'idée, ça a été vraiment de construire un peu en piochant à droite et gauche. Je suis vraiment, j'ai utilisé, on va dire, ce dessin 80% du temps, et essayer de mettre un peu la plomberie entre les différentes cases. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, notamment il y avait quelques bonnes idées, mettre du core async pour faire communiquer les composants, mais il y avait peu de code disponible jusqu'à ce que je tombe donc sur Reframe, qui a donné beaucoup donc ça en est beaucoup inspiré. On n'a pas utilisé Reframe parce que notamment on voulait utiliser core async pour faire communiquer les différentes parties, donc Reframe est un peu plus classique là-dessus, en utilisant des callbacks, de mémoire en tout cas. Mais il y a une chose absolument fabuleuse que Reframe expose dans la doc et Reagent de mémoire je crois, c'est les réactions. Et ça, c'est un outil vraiment extrêmement puissant. Donc, la doc de Reframe précise bien que ça donne un style vraiment functional active programming au code. Et
c'est vraiment un outil super parce que ça permet vraiment d'isoler la donnée de référence dans l'atome reframe ou son application, et ensuite de façonner vraiment la donnée pour qu'elle colle aux besoins particuliers d'une vue, des choses comme ça. La recherche que vous avez vue tout à l'heure, par exemple, c'est une réaction avec un enchaînement de filtres avec des transduceurs, et ça marche vraiment extrêmement bien. Et de mémoire, en un an et demi, je pense, d'application, on n'a jamais eu de problème de duplication d'informations, et surtout dans la vie d'application, au fil des interactions, de problèmes de synchronisation, des choses comme ça. Ça permet vraiment de travailler sur la donnée source et de dériver absolument tout ce dont on a envie. Même si tu as pollué un peu le code, il n'y a pas de coût en termes de performance, que finalement les réactions sont devenues lazy. Et même avant ça, on n'a jamais eu de coût au niveau de l'application. Donc c'est vraiment un outil très très chouette. Le tooling, donc là, bon, j'ai répété un peu ce qu'on a entendu dans les présentations et ce qu'on voit un peu dans les articles sur Internet, mais bon, je l'ai vécu. C'est vraiment FigWheel avec le code reload et le REPL pour aller vraiment inspecter l'état d'application en direct. C'est un vrai plaisir et c'est une productivité qui va aussi avec. C'est un gros plus. Dernier point, le typage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a introduit pas dès le début, mais en tout cas avant Corp.spec. Schema est vraiment simple d'utilisation. On est très content. On n'a pas fait de transition vers Corp.spec, ça marche très bien. On l'a utilisé pour vraiment être carré, on va dire, sur les entrées-sorties de données. Donc, en gros, au bout d'un moment, l'idée, c'est qu'on allait vraiment garantir, on va dire, à l'intérieur de l'application, que tant que la donnée que l'on reçoit est telle qu'on l'attend, on attend que de l'application qu'elle marche notamment sans problème. Donc, on a vraiment mis, on a mis un peu de temps à trouver vraiment un pattern, on va dire, pour bien vérifier aux frontières de l'application la donnée qu'on recevait surtout. Donc la petite policière, c'est en gros pour chaque entrée-sortie un go-block avec dedans un try-catch et schema qui va venir vraiment faire la validation sur la donnée. La tête d'une vraie, donc le pattern vraiment en entier pour la gestion des erreurs sur ces cas-là. Et ça rejoint un peu les questions de rollback, qui se posaient des questions qui en parlaient. On a eu un peu de temps à affiner ce pattern-là. Le petit chevron pour l'interrogation, c'est quelque chose que David Nolen suggère pour justement la gestion des erreurs dans les go-blocks. Et ce que ça permet de faire, c'est d'écrire vraiment dans le try tout l'enchaînement d'appels réseau et de validation. S'il y en a un qui foire, on tombe dans le catch et ça annule tout ce qui est avant. Pour répondre aussi aux gens qui se demandaient quoi choisir entre je fais mon appel serveur et je mets à jour la UI, ou alors je mets directement à jour la UI et ensuite je dois réagir en conséquence s'il y a un problème. Globalement, avec ça, quand il y a des appels simples, notamment pas d'appels chaînés, certains qui dépendent d'autres, pour les petits appels simples comme ça, faire un rollback est vraiment très facile. On garde la référence initiale, on a la donnée pour mettre à jour le champ qui nous intéresse, et en cas d'erreur, on réinjecte la référence initiale, et pour des petits toggles de boutons, des choses comme ça, ça marche. Donc les rollbacks sont vraiment très simples. Voilà. Conclusion assez large, les points positifs, la vitesse de développement, la stabilité dans le temps, et surtout, et ça, on va tout le temps parler dans les talks sur YouTube ou des articles, c'est que vraiment mon patron est extrêmement content de l'introduction de Clojure Script
dans la boîte, notamment parce que maintenant, régulièrement, on fait du pair programming où il s'assoit à côté de moi une après-midi, une journée, et on dépile les tickets les uns après les autres. Lui dirige vraiment ce qu'il veut pour son produit, et on a une vélocité vraiment meilleure par rapport à Angular. Enfin, on faisait même pas vraiment ça avec Angular. L'édition du code, la recompilation faisait que c'était compliqué. Là, c'est devenu un plaisir, allez, de faire du pair programming avec le patron. Les points négatifs, peu de développeurs, donc bon, pour l'instant en tout cas, une nouvelle recrue qui fait mentir un peu voilà, ces points négatifs. Et par contre, un point, c'est que les parenthèses font peur, en tout cas, rebutent, on va dire. Il y a un peu de mal, dans notre équipe, on a un peu de mal à ce que vraiment tous les développeurs se penchent un peu sur le code Clojure, et notamment un qui est vraiment allergique aux parenthèses. Donc, ça peut être un frein. Un petit point sur l'intégrateur aussi, qui a mis un peu de temps à utiliser la syntaxe hiccup, ouais. Mais qui, quand on a vraiment réussi à lui faire marcher son paredit sous Sublime Text, est un peu plus content. Mais vraiment, l'autre expérience, c'est que faire du Clojure sans paredit, c'est vraiment juste impossible. Ouais. Ça, c'est, je pense qu'il faut penser à ça quand on va travailler avec des gens. Voilà, c'est pas une option. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au final. Le point d'interrogation, c'est est-ce que ça va scaler, voilà, bon, 2 personnes, ça devrait aller, mais est-ce qu'on va pas se marcher sur les pieds? Est-ce que le dynamisme du langage, voilà, ça c'est une question qu'on va passer sur Internet aussi. Et, en tout cas, d'expérience, pour l'instant, j'ai été seul pendant 1 an et demi, ça marche très bien. Un peu, je pense que ça devrait aller, mais je ne sais pas ce qui se passerait si on était vraiment beaucoup. Vu les petits hacks, les petits compromis qu'on fait en tout cas dans l'application, c'est l'interrogation. Est-ce que vous avez des questions sur des détails, sur... Ouais. La macro, c'est macro core async avec derrière point d'interrogation. Oui, c'est une macro. Maintenant, elle est incluse. Non, c'est vrai que j'ai pas précisé. C'est vite là. Hein? Vas-y. J'ai pas précisé, mais effectivement, le petit echelon point d'interrogation, c'est vraiment une macro qui est trop ligne. Ça fait une lecture sur le channel qu'on lui passe, et en cas d'erreur, si c'est un objet erreur, il le slow dans le corps de la fonction où il est appelé, ce qui permet de tomber directement dans le catch. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup. Donc du coup, tu as